Bonjour, nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre du Braille Tech qui a lieu du 14 au 20 octobre. Je me présente, je m'appelle Marie Gillis et je suis job coach dans le service emploi et formation de la Ligue Braille. Nous rencontrons aujourd'hui Monsieur Glynn, agent d'intégration professionnelle à la VIC. Pouvez-vous un peu vous présenter ? Oui, donc je suis effectivement agent d'intégration professionnelle. Je m'occupe au bureau régional de la VIC pour le Brabant wallon, c'est-à-dire les gens dont le domicile se trouve en Brabant wallon, de toute demande concernant la formation emploi. Merci. Je vais maintenant vous poser quelques questions, des questions plus générales et des questions plus en lien avec la technologie. Tout d'abord, pouvez-vous me dire quelles aides vous proposez aux étudiants ou aux personnes qui suivent une formation professionnelle ? Il faut opérer la distinction entre les étudiants d'une part et celles qui ont un projet d'intégration dit professionnel. Pour les étudiants, vous devez vous tourner vers le secteur de la VIC qui existe aussi au bureau d'Ottigny ou près de l'équipe de l'aide matérielle. C'est d'ailleurs valable aussi pour tous les bureaux régionaux de la VIC. C'est ce qu'on appelle donc l'aide matérielle et ça se traduit notamment par de l'accompagnement pédagogique. Ça, il faut voir vraiment avec ces personnes-là. Alors, pour ce qui est des personnes qui, elles, ont un projet de formation professionnelle, elles doivent obligatoirement avoir un minimum de 18 ans et elles peuvent très bien suivre une formation soit dans un de nos centres, nous en avons 11 réservés à notre public, soit suivre une formation en entreprise, privée comme publique, et ça peut se traduire par tout matériel nécessaire pour que la personne puisse avoir de toutes les chances de son côté pour réussir ce projet de formation. D'accord. Quelles sont les différentes aides disponibles pour les travailleurs ? Dans le domaine de la formation, il y a, comme je l'ai dit, le contrat d'adaptation professionnelle. C'est une sorte d'apprentissage formation en entreprise qui dure généralement 1 an, parfois plus. Nous avons aussi des formations dans nos centres qui sont au nombre de 11. Et durant toutes ces formations, la personne reçoit des indemnités de formation et nous lui remboursons les frais de déplacement au tarif transport en commun. Ça, c'est pour le volet formation. Et pour le volet plus centré sur l'emploi, nous avons des primes à l'embauche qu'on appelle primes à l'intégration, ainsi que la prime au tutorat, qui est une prime versée par l'agence pour une durée de 6 mois, pour autant que l'employeur désigne un des membres de son personnel pour épauler la nouvelle personne qui vient d'être engagée. Alors on a aussi des aides au maintien à l'emploi qui s'appellent la prime de compensation, qui elle consiste en une intervention qui dure d'abord pour 1 an et qui peut ensuite être renouvelée par période de 5 ans, au besoin jusqu'à l'âge de la pension. Cette dernière prime varie entre 0 et 45% du coût salarial et c'est déterminé après enquête, rencontre avec la personne titulaire d'un dossier et un représentant de l'entreprise. D'accord, merci. Imaginons une personne qui possède un capital financier, par exemple un héritage familial, des revenus du conjoint relativement élevés. A-t-elle quand même droit aux différentes aides ? Oui, tout à fait. Ce qui prime chez nous, c'est la reconnaissance du handicap aux yeux, enfin, si j'ose dire, sur base de la législation de l'agence. C'est-à-dire qu'il faut justifier soit de 20% de handicap mental, problèmes mentaux, déficience mentale, séquelles d'un AVC, d'une thrombose, etc., mentale, troubles psychologiques, psychiatriques sévères, ou alors justifié d'un handicap physique ou sensoriel de 30%, dossier médical circonstancié récent à l'appui. Ça peut très bien se concevoir. Donc, la toute première étape, c'est effectivement de constituer un dossier, au besoin avec votre aide, en manière telle que l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire le médecin, et la psychologue du bureau concerné, du bureau régional de la VIC, puisse se prononcer quant à l'admissibilité. Du matériel peut-il être accordé pour un contrat de travail à temps partiel ou déterminé et à qui le matériel appartient-il ? Le matériel en question peut très bien effectivement être octroyé à la personne, même si c'est un horaire réduit. Toutes nos aides, c'est d'ailleurs octroyable, particulièrement dans le domaine de la formation-emploi, pour autant que la personne soit liée à son employeur par un contrat faisant un minimum de 13 heures semaine. Donc ça, c'est important. Et le matériel, s'il est absolument nécessaire à la réalisation des tâches que la personne concernée doit exécuter, peut très bien appartenir à la personne. J'ai par exemple le cas d'une personne qui était malvoyante, elle a eu une TV Loop, elle travaillait dans une grande banque, puis elle a changé d'emploi, elle est partie dans un service public, elle a pu prendre cette TV Loop pour aller dans son nouvel emploi.
parce que c'est vraiment lié à cette personne et à son état de santé. Sans ça, elle ne peut pas travailler. Voilà. Ok, merci. Comment cela se passe-t-il si la personne combine 2 temps partiels? L'aide peut très bien se concevoir aussi. Il faut voir, c'est vraiment du cas par cas. Je sais que c'est assez généraliste, mais ça peut se concevoir. Okay. Et comment cela se passe-t-il en cas de travail d'intérimaire? Ça va dépendre de la durée du contrat de travail. Si c'est pour 2 semaines, financer un aménagement de poste de travail ou une prime, ça va être un peu compliqué parce que sur base de quels critères, indépendamment de la reconnaissance, va-t-on pouvoir intervenir? Ça va être tellement court que dans ce cas-là, ça me paraît difficilement concevable. Généralement, on demande qu'il y ait au moins 1 ou 2 mois de contrat. À ce moment-là, on peut octroyer, j'ai encore le cas récemment, une prime à l'embauche qu'on appelle prime à l'intégration dont je vous ai parlé, où là, effectivement, pendant les 2 mois de contrat, même intérimaire, la personne peut bénéficier de la prime, ou plutôt l'employeur. Mais c'est assez compliqué dans la mesure où souvent les agences d'intérim prélèvent un certain pourcentage. Et ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un reliquat à charge de l'employeur de facto, qui est l'entreprise cliente de la société d'intérim. Donc, à la limite, mieux vaut un contrat de travail à durée déterminée, plein et entier, si je puis dire, de 2 mois, plutôt que de passer par d'autres billets. Mais c'est un choix. Ça, il y a des avantages et des inconvénients de part et d'autre. D'accord. Et là, vous m'avez parlé, par exemple, qu'il fallait un contrat de minimum 2 mois minimum 1 mois pour pouvoir donner une prime d'intégration, mais pour un accord de matériel en cas de travail intérimaire, c'est aussi une durée de minimum 1 mois? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne vais pas faire semblant, je ne sais pas tout. Je ne vais pas broder, vous couperez ça au montage, mais je ne sais pas. Ça va. Généralement, pour un contrat d'1 mois, on ne va pas financer un achat de matériel. Ça me paraît compliqué. Hein. J'ai le cas d'un indépendant qui est un manager indépendant de haut niveau. Lui fait des missions d'intérim comme indépendant, mais il va 6 mois à gauche, 1 an à droite. Il va d'ailleurs faire prochainement appel à votre service et il va demander, du fait de son problème visuel, un écran TV Loop de 32 pouces parce qu'il en a absolument besoin. Dans ce cas de figure-là, il va surtout avoir le matériel et ça va se doubler d'une demande qui va être faite au service aide matérielle, aide individuelle si vous préférez, parce qu'il faut aussi du travail à domicile. Et il aura aussi besoin de ce matériel-là pour pouvoir exercer son travail. Pourtant, c'est des missions d'intérim, mais qui sont nettement plus longues. Oui, je comprends, merci. Qu'en est-il des indépendants qui ont besoin du matériel pour exercer leurs fonctions ? Ça peut parfaitement se concevoir, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'admissibilité chez nous, qu'ils fassent une demande en bonne et due forme. D'ailleurs, d'une manière générale, ne jamais oublier qu'il ne faut pas acheter de matériel avant d'avoir obtenu l'accord de l'agence. Donc, ce qui est souvent fait entre la Ligue et nous, c'est que la Ligue travaille avec différents fournisseurs, services conseils, gauche, droite, Sensotec, Integra, etc. et demande d'avoir du matériel en prêt ou des démos en manière telle que la personne puisse tester le matériel en situation réelle de travail et voir si ce matériel lui convient vraiment. Et je pense que c'est peut-être plus lent, mais c'est beaucoup plus sûr et c'est beaucoup plus pérenne. Oui. Effectivement, la Ligue Braille peut venir tester le matériel s'ils en ont besoin avant qu'on introduise une demande. Oui. J'ai eu plusieurs cas, plusieurs précédents avec certains de vos collaborateurs pour lesquels on a agi ainsi. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça donne de bons résultats. Voilà. Je suis contente de l'apprendre. Oui, mais c'est important. Oui. Alors, pour quel type de matériel intervenez-vous? Y a-t-il des critères d'attribution préétablis? Dans le domaine de la formation emploi, non, c'est surtout lié au fait que la personne a ou non besoin de ce matériel pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Ça, c'est la règle numéro 1. Et y a-t-il du matériel pour lequel vous n'intervenez pas? Pas à proprement parler, sauf s'ils sont pris en charge par la mutuelle, par exemple. J'ai eu le cas, mais c'est pas dans le domaine qui vous concerne, une personne qui a une grosse pathologie au pied, qui a été opérée. Elle a besoin de chaussures, entre guillemets, de ville pour la vie extra-professionnelle. Et nous avons financé une paire de chaussures de sécurité orthopédique pour le travail. Mais dans ce cas de figure-ci, je ne connais pas de précédent. D'accord. Et quel est le budget que vous octroyez pour l'achat du matériel spécifique dans le cadre du travail? Il n'y a pas de limite à proprement parler. Généralement, quand c'est une demande qui n'excède pas les 12 500 €, si je parle de chiffres non indexés, ça peut se gérer directement entre la personne concernée, le service conseil, en l'occurrence la Ligue, et le bureau régional compétent.
Au-delà, ça doit passer par ce qu'on appelle le comité de gestion, ça passe à l'administration centrale et ça veut dire que ça prend de nombreux mois. Avant, l'enveloppe était beaucoup plus modeste et 12 500 € dans les faits par rapport à notre public. Ça signifie que c'est 70 à 80% des besoins des demandes qui peuvent être satisfaites assez rapidement. Une barrette braille, par exemple, je crois que c'est de l'ordre de 10 000 €. Donc, voilà. On demande généralement d'avoir un devis aussi, ça c'est très important, avec une durée de validité, avec des prix, avec et hors TVA, selon que la personne puisse ou non la récupérer ou pas. Voilà. Petit truc et astuce qui font que ça peut aller plus vite. Ça va, merci. Dans quel cas refusez-vous d'intervenir ? Quand le matériel n'est pas nécessaire à la réalisation du travail ou que c'est tout simplement une obligation à charge de l'employeur. On va par exemple financer une TV Loop, on ne va pas financer un PC. Parce que ça, c'est une obligation légale que l'employeur doit supporter. Par contre, le fait d'avoir une TV Loop ou un écran de 32 pouces, non, ça, c'est pas courant. Ce n'est pas la pratique habituelle. Là, on peut intervenir. Alors, il y a deux cas qui peuvent aussi se produire. Soit nous payons à 100% le matériel en question, par exemple une barrette braille. On va intégralement payer. Soit on va prendre à notre charge la différence entre le coût du matériel adapté demandé et le coût d'un matériel standard. On va par exemple prendre la différence entre un écran de 32 pouces et le coût d'un écran standard. Parce que l'écran standard reste une obligation en charge de l'employeur, mais pas l'écran de 32 pouces. Donc on va financer quand même une partie très substantielle. Mais le montant, ça dépend du cas par cas. Quelles sont les nouvelles aides matérielles pour lesquelles vous intervenez et qu'est-ce qui a changé récemment ? Je n'ai pas compris. Quelles sont les nouvelles aides matérielles pour lesquelles vous intervenez et qu'est-ce qui a changé récemment ? C'est de l'aide matérielle, je ne connais pas. Vous parlez de l'aide matérielle ou de l'aide en matériel ? Les aides... Individuelles ? Oui, voilà. Non, ça c'est pas mon ressort. Non, pas individuelles, toujours dans le cadre du travail. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses pour lesquelles actuellement vous intervenez, que vous n'intervenez pas avant ? Mais non, c'est vraiment du cas par cas. J'ai même un jour dû financer l'achat tenez-vous bien, d'une voiturette de golf pour une personne qui était contremaître dans un très très grand chantier et qui veut être fait de très très grands déplacements. D'accord. De sur l'immensité du chantier d'une très grande entreprise. On peut vraiment envisager toutes sortes... C'est du cas par cas. Ouais. Le principal étant d'avoir un très solide argumentaire et bien démontrer le lien entre les motifs pour lesquels la personne est reconnue par l'agence et les nécessités professionnelles. Voilà. D'accord. Et avez-vous une cellule qui traite les demandes pour les nouvelles technologies ? Il faut voir ça avec l'aide matérielle, c'est mieux. D'accord. Suite à la crise sanitaire de 2020, le télétravail est devenu fréquent et obligatoire. Peut-être le CICAT, Centre d'intervention de recherche. Il faut voir avec retenez CICAT, C-I-C-A-T. CICAT, d'accord. Quand vous ferez les coupures au montage, je me permets. Il va en avoir beaucoup. Donc on va peut-être devoir faire certaines questions après. C'est pas grave, Suite à la crise sanitaire de 2020, le télétravail est devenu fréquent et obligatoire dans la plupart des entreprises. Les travailleurs ont dû aménager un deuxième poste de travail à domicile. Avez-vous adapté vos subsides ? Non, ça dépend. C'est-à-dire que si la personne a besoin à la fois de travailler à son bureau et à son domicile avec le même matériel, je reprends l'exemple de l'indépendant, on va financer un écran de grande taille, en manière telle qu'il puisse l'utiliser aussi bien à son bureau que le connecter à son ordinateur, à son domicile. Voilà. Si l'employeur doit changer les lampes LED, par exemple, pour que ce soit plus agréable pour la personne en situation de handicap, intervenez-vous ? C'est très rare, mais j'ai eu des cas de personnes qui avaient un dossier médical très solide et qui avaient un avis médical à l'appui pour lesquels il était demandé, effectivement, qu'il y ait un système d'éclairage modulé, appelons-le comme ça. Oui, j'ai eu un cas. D'accord. Prenons maintenant l'exemple d'un boulanger en situation de handicap. Le matériel de base utilisé en boulangerie, par exemple une trancheuse à pain, est trop dangereux pour lui. Il a besoin d'acheter du matériel plus adapté, comme par exemple une trancheuse à pain plus sophistiquée ou des balances vocales. Intervenez-vous ? Trancheuse, je ne pense pas. J'ai jamais eu cette question en 25 ans de vie. Jamais. Balance vocale, oui, ça, je sais que ça existe, oui. D'accord. Et si par exemple, reprenons l'exemple de la trancheuse à pain, qu'il aurait besoin d'une trancheuse à pain adaptée à son handicap,
est-ce que vous je n'aurais pas d'a priori, ou... on serait prêt à étudier la question. On ne va pas d'office écarter cette possibilité-là. Si c'est la seule qui soit, comment dirais-je, qui lui permette de trouver, de conserver ou d'obtenir cet emploi, ben oui, pourquoi pas. Y a-t-il une fréquence à respecter pour remplacer du matériel informatique ou autre devenu inadapté aux besoins de la personne? Non, disons que c'est surtout le bon sens. On ne va pas intervenir au bout de 6 mois, 1 an. On va voir si le matériel peut être réparé ou pas. Généralement, c'est un délai qui est respectable. Maintenant, si c'est un matériel qui a déjà 4 à 5 ans, que le parc informatique de l'entreprise a changé, là, effectivement, on va changer de matériel. Oui. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus spécifiques. Dans quel cas la prime d'intégration s'adresse-t-elle au secteur public? Uniquement pour les pouvoirs publics qui sont en règle de quotas. Donc les quotas, c'est un dispositif conçu par le législateur par lequel l'entreprise publique doit engager un certain pourcentage de personnes en situation de handicap par rapport au cadre pour lequel ils sont subsidiés. Voilà. C'est par exemple 3% si, dans les services publics fédéraux. Des CPS et les communes. Vous pouvez un peu nous dire comment est-ce qu'on peut vérifier ces quotas? Nous avons des bases de données pour la région wallonne uniquement qui sont gérées par l'administration centrale. Pour Bruxelles, il faut se tourner vers Phare. D'accord. Et les personnes ayant étudié à l'étranger peuvent-elles obtenir une décision de mise à l'emploi en ETA? Ça va dépendre de ce qu'on entend par étranger. Si c'est un étranger de la CE, et pour autant qu'il remplisse le profil pour une mise à l'emploi en ETA, oui, ça peut se concevoir. Étant entendu qu'en principe, du moins, ce type d'emploi est réservé aux plus faibles. Ça veut dire en fait qu'une personne qui a un très beau CV ne se verra pas octroyer une décision de mise à l'emploi en ETA. On pourrait peut-être l'aider via d'autres incitants dans l'ETA et des incitants qui sont plus centrés sur, appelons-les, le personnel de cadre et de maîtrise. Poste de direction, assistant social, poste à haute valeur ajoutée, haute maîtrise technique, certains postes de contremaître, des choses comme ça. Ça, oui. Voilà. Et dans ce cas-là, il pourrait travailler en ETA sans avoir la décision... Oui, tout à fait. D'accord. Mais, comment dirais-je, il y a relativement peu de place en la matière parce que les ETA fonctionnent d'abord à partir de la personnel de production, le personnel de cadre, de maîtrise, etc. Représente quoi, 20% des effectifs, tout au plus, quoi. La grosse louche, voilà. Ouais. D'accord. Et peut-on obtenir une dérogation pour la décision de mise à l'emploi en ETA si la personne n'a pas étudié dans l'enseignement spécialisé? Oui, ça peut se concevoir. En fait, on va essayer de regarder le dossier dans sa globalité. Je veux dire par là qu'on va d'abord voir si la personne est reconnaissable par nos services. On va aussi voir quel est son CV, son parcours de vie finalement. Parce que si on voit par exemple que la personne a peu de qualifications, restée X années sans travailler ou s'est nourrie de petits boulots, il a plus de chances d'obtenir ce genre d'accord qu'une personne qui a fait des études supérieures, qui a déjà une expérience et qui a toutes les chances d'obtenir un emploi dans le circuit ordinaire ou comme personnel de cadre dans une ETA. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Glynn, d'être venu aujourd'hui, de nous avoir accordé cette interview. Merci, il n'y a pas de quoi. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur nos canaux digitaux tout au long du BrailleTech. Pouvez-vous un peu expliquer la prime d'intégration et les montants qui y sont consacrés ? La prime à l'intégration consiste en une intervention de 25% dans le coût salarial supporté par l'entreprise, en ce compris les cotisations patronales de sécurité sociale. Elle est octroyée pour un an non renouvelable et il faut que dans les 9 mois qui précèdent l'embauche, la personne soit restée 6 mois sans travailler. Un exemple, nous sommes le 1er octobre, on va remonter dans les 9 mois qui précèdent et on va voir si la personne a été soit au chômage, soit sur la mutuelle, peut-être aux Bahamas, qui sais-je, mais du non-travail pendant 6 mois. Dans ce cas de figure-là, même si c'est une reprise du travail, on peut octroyer la prime à l'intégration. D'accord. Et pouvez-vous donner quelques exemples de montants ? Non, ça n'a pas de sens.
C'était quelle autre question que vous vouliez refaire? Pour la prime à l'intégration, non. Peut-être préciser que quelques précisions sur la prime au tutorat. Oui, ce serait intéressant. Donc la prime au tutorat, c'est une prime qui est octroyée à l'entreprise pour autant qu'elle désigne un membre de son personnel comme tuteur, donc comme personne chargée d'épauler le nouvel engagé. C'est octroyé pour une durée de 6 mois. Et elle représente un montant de 250 € net versé à l'entreprise pour autant que le dossier administratif soit en règle. Voilà. D'accord. Et vous pouvez un peu expliquer où est-ce que nos bénéficiaires peuvent retrouver sur votre site internet les informations importantes? C'est très simple. On fait www.avic.be. Apparaît un menu déroulant. Il faut regarder à se former et travailler. Et là, par exemple, le menu détaille toutes les aides de l'agence en matière de formation emploi. D'accord, merci. Les aides de l'AVIC sont-elles cumulables avec d'autres aides? Oui, tout à fait. En particulier les primes en provenance du Forêt, mais plus encore celle qui s'appelle Impulsion. Nos aides viennent une fois déduction faite des autres aides auxquelles l'entreprise, l'employeur peut prétendre. Et sur le solde, le reliquat restant à charge de celui-ci, nous pouvons calculer le montant de notre intervention. C'est quand même intéressant parce qu'au total, l'entreprise y gagne davantage. Et l'intérêt est que sur du long terme, les autres aides diminuant petit à petit, finissant même par disparaître, les aides de l'agence, elles peuvent continuer à des conditions dont nous avons déjà parlé. Super. Ouais.